bonjour à toutes et à tous. Tac. Donc, je vais vous présenter en fait pourquoi et comment la vie d'un déchet chimique n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Donc voilà. Je travaille à l'unité de prévention du risque chimique, donc qui est située à Gif-sur-Yvette. Nous sommes une unité CNRS. On est composé de toxicologues, donc 2 toxicologues, 2 chimistes, un infographiste et une gestionnaire. Voilà. On est une petite unité, mais on a une grosse efficacité puisqu'on a 3 missions principales. Donc la première, c'est l'expertise et le conseil. En fait, on participe à des évaluations toxicologiques et physico-chimiques des produits chimiques en lien avec les institutions. Par exemple, notre directeur d'unité, Fabrizio Pariselli, collabore avec l'ANSES. Notre deuxième mission, c'est une mission d'information et de communication. Si vous êtes intéressé par cette... vous avez peut-être un problème, non? Non, c'est bon. Si vous êtes intéressé par cette mission-là, notre infographiste, en fait, peut réaliser pour vous des documents et des actions de communication qui sont en lien avec le risque chimique. Enfin, notre troisième mission est une mission de formation. Donc on forme au risque chimique. On peut former à la fois dans le cadre de formation initiale, donc en université, mais aussi dans le cadre de formation continue en entreprise. Pour information, sachez qu'on forme à la fois dans le public, dans le public, donc en université, mais aussi dans le privé. On n'est pas seulement, au service du public, bien que acteur du service public. Alors, dans un premier temps, pardon, j'ai oublié de présenter quelque chose, c'est me présenter moi quand même, ça fait partie de... Voilà. Donc moi en fait, je suis ingénieure chimiste. J'ai travaillé pendant 10 ans dans des laboratoires de chimie organique, mais aussi de nanomatériaux. Et ensuite, en 2018, j'ai été recrutée au CNRS, au PRC, pour travailler dans les méthodes d'évaluation du risque chimique au poste de travail. Voilà. Et donc depuis, en fait, je me forme et je forme aussi des gens à ce type de méthode. Voilà. Donc maintenant que je vous ai présenté tout ça, je vais vous présenter ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les déchets. En fait, parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est qu'un déchet. Donc un déchet, finalement, c'est quoi? Le Code de l'environnement dit qu'un déchet, c'est toute substance ou tout objet, ou généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un déchet, c'est finalement quelque chose dont on n'a plus d'utilité ou plus d'utilisation et dont on doit se défaire. Ça peut être quoi? Ça peut être un objet, ça peut être une substance, un matériau qui finalement est en fin de vie. Et il y a en fait 2 familles. C'est pour ça qu'on ne parle pas du déchet, mais des déchets. Le Code de l'environnement dit qu'il y a 2 types de déchets. En fait, il y a les déchets non dangereux et les déchets dangereux. Je vais présenter en fait un peu plus tard chaque sous-famille de déchets. Donc, il y a d'abord les déchets inertes, dans les déchets non dangereux et les déchets banals. Dans les déchets dangereux, en fait, c'est ceux qui nous intéressent le plus, c'est les déchets chimiques. On va parler maintenant des déchets non dangereux d'abord, on va les détailler un peu plus. Donc, dans un premier temps, on aura les déchets inertes. Pour faire très très simple, c'est les déchets qui sont issus des matériaux de construction. Donc vous trouverez les briques, vous trouverez le béton, tout ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que finalement, ce sont finalement des déchets qui ne réagiront pas avec l'environnement dans lequel ils se situent. Ils ne réagiront pas en fait ils ne réagiront pas de façon ni chimique ni physique. Ce qui fait que c'est pour cette raison qu'ils seront non dangereux. Ensuite, vous avez dans cette famille de déchets non dangereux les déchets non inertes, ou plutôt appelés déchets banals. Dans cette famille, on trouve les déchets recyclables.
Ça peut être des meubles, ça peut être des métaux. Ensuite, on trouve les déchets organiques. Donc, ça peut être tout ce qui est déchets de jardin, déchets alimentaires. Ensuite, on trouve tout ce qui est déchets présentant un intérêt comme combustible. Alors ça, cette famille-là, en fait, c'est tout ce qui est déchets ménagers et déchets industriels qu'on aura triés. Ces déchets, par exemple, contiennent les bacs jaunes. En fait, tout ce que vous triez dans vos bacs jaunes, c'est des déchets qui présentent un intérêt comme combustible. Et enfin, on a les déchets en mélange, qui sont finalement tout le reste. Voilà. Maintenant, on va passer aux déchets dangereux. Donc, les déchets dangereux, ce sont des déchets qui sont toxiques, qui présentent en quantité variable des éléments toxiques ou dangereux pour la santé humaine ou pour l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire en substance? Ça veut dire que vous aurez, par exemple, si on reprend, ce sont des déchets qui sont dangereux. Voilà. Voilà. Alors, vous aurez sur ces déchets-là, en fait, en tant que producteur et détenteur de déchets, en fait, vous allez avoir des obligations. Et, pardon. Il faut savoir qu'en fait, vous avez deux choses à ne pas faire en tant que producteur. La première chose, c'est que vous n'avez pas le droit de mélanger les déchets dangereux avec des déchets non dangereux. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des déchets minéraux. Supposons que vous travaillez dans le BTP et vous avez des déchets qui contiennent du plomb. En fait, ces déchets-là, vous n'aurez pas le droit de les mettre avec les déchets qui sont minéraux, mais qui, eux, ne contiennent pas de plomb. Vous n'aurez pas le droit. C'est interdit. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas déclasser vos déchets en les diluant. C'est absolument et formellement interdit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en fait, vous avez un flacon qui est vide, vous décidez de le rincer avec de l'eau, mettre les eaux de rinçage dans l'évier, ça c'est non. C'est interdit, formellement interdit. Les eaux de rinçage, si vous le faites, elles passent dans le bidon de déchets approprié. Et sinon, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de ne pas rincer ce flacon. C'est tout simplement de le jeter tel quel. Parce qu'en fait, moins vous manipulerez le flacon, moins vous manipulerez, moins vous aurez de risques. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant que vous savez ce que vous n'avez pas le droit de faire avec ces déchets, vous avez quand même des obligations en tant que producteur, détenteur de déchets. Donc, on va en parler maintenant. Alors, la première chose que vous avez à faire en tant que producteur, c'est d'assurer ou d'en faire assurer la gestion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'en tant que producteur, vous devez traiter vos déchets, vous devez vous en occuper, parce que vous en êtes responsable. Et c'est d'ailleurs la deuxième obligation. Vous êtes responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou leur valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais vous faites évacuer vos déchets par une société, un prestataire, il arrive un problème sur la route. Le problème, c'est à vous de le gérer. C'est vous qui êtes responsable jusqu'à ce que le déchet soit éliminé ou valorisé. Si jamais il y a un problème, si jamais il y a un problème d'étiquetage, un problème quelconque, en fait, c'est vous qui aurez l'amende à la fin. Et si jamais il y a des problèmes avec la justice aussi, c'est vous qui les aurez. Et enfin, la troisième obligation que vous avez, c'est de vous assurer que la personne à qui vous les remettez, ces déchets, est autorisée à les prendre en charge. Pour faire super simple, ça veut dire que l'éboueur qui vient chercher votre poubelle de déchets alimentaires tous les mardis ou mercredis de la semaine n'a pas le droit de récupérer vos déchets chimiques, sauf s'il a l'autorisation. Et on en parlera après. Alors, comment on va répondre à ces obligations? En fait, encore une fois, le Code de l'environnement, il donne des informations, il nous aiguille. Donc la première chose, c'est de caractériser ces déchets. Et surtout de déterminer si ces déchets en question sont dangereux. On verra comment après. Ensuite, on va les emballer, ces déchets. Et pour ça, on va utiliser des emballages homologués. Sur ces emballages, on apposera un étiquetage, donc on étiquettera les emballages ou les contenants, conformément aux règles internationales et européennes en vigueur. Là encore, on parlera un petit peu de réglementation. Et enfin, il faudra fournir toutes les informations nécessaires au traitement
à la société ou au prestataire qui va venir évacuer vos déchets. Alors là, c'est la petite slide intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez si jamais vous ne répondez pas à ces obligations en tant que de producteur détenteur de déchets chimiques, de déchets dangereux. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour lire. Donc, pour les personnes physiques, vous aurez 2 ans d'emprisonnement, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement ou 75 000 € d'amende. Pour les personnes morales, cette amende, elle peut être multipliée par 5, soit 375 000 € d'amende. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je ne sais pas si certains ont entendu parler d'une histoire d'une université qui a fait évacuer des déchets et qui s'est retrouvée, en fait, qui a eu des manquements en fait, au niveau des étiquetages. Ils avaient à peu près 80 produits mal étiquetés. À 750 € l'infraction par étiquetage, je vous laisse calculer, ça fait à peu près 60 000 € d'amende. L'université était ravie. L'université était ravie, je dois avouer, ça a fait grand bruit dans le risque chimique. Alors maintenant qu'on a parlé de ce que c'est qu'un déchet, de ce que sont des déchets, de ce que sont des déchets dangereux, on va voir comment, pourquoi surtout, et comment mettre en place une procédure pour justement simplifier le plus possible la vie au laboratoire finalement. Donc pourquoi on va mettre en place une procédure déchets? Finalement pour 2 raisons, et c'est deux raisons très importantes. La première, elle est liée aux incompatibilités en fait. Quand on a des déchets chimiques, en fait les déchets chimiques, on l'a vu juste avant, ce sont des produits chimiques. Qui dit produit chimique dit potentiel danger. Qui dit potentiel danger dit potentielles incompatibilités, et donc potentiel accident. Donc, mettre en place une procédure déchets, c'est considérer en amont les risques que peuvent produire une incompatibilité. Je me souviens d'une histoire que j'avais lue qui en fait s'était passée dans une usine. C'était un technicien qui rinçait en fait un fût qui avait contenu de l'oxychlorure de phosphore, POCl3 pour les connaisseurs. Pour information, le POCl3 est réactif avec l'eau. Il réagit avec l'eau. Ça forme de l'acide chlorhydrique gazeux et liquide et aussi de l'acide phosphorique liquide. Ce pauvre petit technicien, il n'était pas au courant des incompatibilités. Il a rincé son... Enfin si, il était au courant d'ailleurs. Il a rincé son fût, sauf qu'il n'avait pas vu qu'il y avait des traces de POCl3. Et en fait, en rinçant, ça a réagi. Il s'est pris des éclaboussures. Et en fait, il a fini sa journée à l'hôpital. Sympa quand même. Donc voilà. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, en fait, pourquoi mettre en place une procédure déchets, c'est simplement pour former et informer aussi. Si on n'informe pas les gens de comment on traite les déchets, ils ne peuvent pas le savoir d'eux-mêmes. Donc, c'est aussi une question de prévention. C'est réellement une question de prévention. Encore une fois, c'est une histoire d'incompatibilité. Il y a beaucoup d'histoires d'incompatibilité à raconter. Mais dans un des laboratoires où j'ai travaillé, une des techniciennes qui fait un mélange, qui se dit, tiens, il y a des acides, je vais mettre les 2 bidons d'acide ensemble, sans se poser de questions, de savoir, mes déchets, est-ce qu'ils sont compatibles ou pas? Donc elle fait le mélange, et puis là dans le bidon, il commence à y avoir des petites bulles, et puis ça commence à monter, et puis au final ça fait un geyser. Projection, bon. Heureusement pour elle, elle était sous Sorbonne, heureusement pour elle, elle avait baissé la vitre, mais bon, on a été quitte pour du nettoyage tout l'après-midi. Elle a été exposée, elle est partie à l'infirmerie. Pour information, tout va bien pour elle. Mais pour sa décharge, en fait, il n'y avait rien, il n'y avait pas de procédure, il n'y avait pas d'information, elle n'avait pas été formée. Donc, c'est pour ça aussi que c'est nécessaire de faire une procédure déchets pour aussi prévenir les accidents. Voilà. Et comment on va faire cette procédure déchets? On va le voir maintenant. Donc en fait, une procédure déchets, ça se passe en 4 étapes. La première, c'est l'identification.
Donc, elle contient à la fois la collecte des... Enfin, ça contient l'identification des déchets, donc savoir ce qu'il y a dans nos déchets, et aussi l'étiquetage de nos déchets. Ensuite, il y a le conditionnement, donc dans quoi on va mettre nos déchets. Le stockage, comment on va stocker nos déchets avant qu'ils soient évacués. Et enfin, l'évacuation. Sachez qu'en tant qu'opérateur, vous avez à intervenir sur les trois premières étapes, mais que c'est nécessaire quand même de connaître en fait la quatrième. La quatrième, elle concerne uniquement le responsable des déchets. Donc le responsable, ça peut être un ingénieur hygiène et sécurité, ça peut être un conseiller de prévention, ça peut être quelqu'un qui s'occupe de la sécurité au labo, ou dans l'entreprise. Et cette personne, c'est une personne qui va avoir contact et lien avec le prestataire de déchets qui va venir évacuer vos déchets. Donc maintenant, on va passer à l'identification. Donc la première chose à voir pour commencer, c'est caractériser ces déchets et surtout déterminer s'il s'agit de déchets dangereux. Ce qui permettra finalement d'étiqueter les déchets. On va en parler juste après. D'abord, on va regarder tout ce qu'on a. Donc les résidus solides et liquides, les papiers, les gants, tout ce qui finalement a été en contact avec les produits chimiques. Une fois qu'on sait de quoi est composé notre déchet, on va les emballer. Donc on va les mettre dans des emballages homologués. Comment on sait si notre emballage il est homologué? En fait, on va regarder le certificat d'agrément. Sur le certificat d'agrément, en fait, il y aura toutes les informations qui pourront vous dire si ce fût, ce bidon, il peut être emmené pour être traité. Petite information sur les bidons. Parfois, dans les bidons, il reste un petit peu de liquide quand votre prestataire de déchets vous l'a fournit. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tous les bidons ne sont pas brûlés ne sont pas brûlés avec leur contenant. Par exemple, dans le cas des acides, en fait, les bidons sont recyclés. Et donc, c'est pour ça que c'est nécessaire de regarder sur tous les bidons que vous recevez de la part de votre prestataire, c'est gravé dessus, il y a la date de péremption du bidon. Donc, regardez. Surtout, n'utilisez pas un bidon qui a une date de péremption dépassée, parce que ça peut être cause d'accident. Donc pour ça, toujours vérifier. Autre petit conseil, quand vous avez une caisse, mettez un petit peu d'absorbant dedans pour éviter les accidents, parce que si jamais vous avez un déversement de produits chimiques, c'est l'absorbant qui va prendre, c'est pas la caisse. C'est pas la caisse ou le seau, c'est vraiment l'absorbant. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire là-dessus? Je crois que c'est tout. Voilà. On va parler maintenant de réglementation. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'ADR et l'arrêté TMD. Donc, l'ADR, c'est l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route. Et l'arrêté, TMD, c'est l'arrêté transport matières dangereuses. Donc, l'un est en Europe, l'autre est en France. Ça dit en substance que dès lors que vous transportez des matériaux dangereux, vous êtes censé répondre à des obligations, des règles et des critères qui sont en vigueur en France et en Europe. Voilà. Donc, maintenant qu'on sait de quelle réglementation s'applique, on va voir à quoi ressemble un étiquetage. Alors, un étiquetage, ça ressemble à ça. Je pense que, je vous laisse un petit peu de temps juste pour regarder. J'imagine bien que vous avez déjà tous vu un étiquetage ADR. Donc, on trouve quoi sur l'étiquetage ADR? On trouve déjà la classe de risque. Donc ici, c'est la classe 4. C'est les matières solides inflammables, si je ne m'abuse. Voilà. Ensuite, on trouvera la désignation du déchet. Donc, en l'occurrence, ici, il s'agit de produits chimiques de laboratoire solides. Ensuite, on trouvera un code qui est international, qui est le code UN ou code ONU. Ici, c'est le numéro 1325. Voilà. Donc, ça, c'est les informations qui sont déjà essentielles sur cet étiquetage.
Ensuite, sur cet étiquetage en particulier, il y a les coordonnées du prestataire et aussi les références du producteur, la date d'intervention. Je ne sais pas si vous voyez sur la droite, en haut, il y a un pictogramme CLP. Donc c'est une autre réglementation. S'il vous plaît, ne confondez pas les étiquetages, les pictogrammes CLP et les pictogrammes ADR quand il s'agit des déchets. C'est les pictogrammes ADR qui s'appliquent. Voilà. Hop. Donc cet étiquetage sera sur les bidons. Ensuite, une fois qu'on a étiqueté, on va stocker les déchets. Donc comment on va les stocker? C'est super simple. Finalement, vous avez des déchets qui sont des produits chimiques, donc les règles des produits chimiques s'appliquent. C'est relativement simple. En fait, vous vous occuperez de stocker les déchets chimiques comme vous stockerez les produits chimiques, donc en fonction de leurs incompatibilités. Il faudra faire attention aussi à tout ce qui est lumière, à tout ce qui est chaleur, à tout ce qui est humidité. Comme ça, vous savez comment faire. Et si vous ne savez pas, vous pouvez toujours demander à votre conseiller sécurité. Donc une fois que vos déchets sont stockés, il faut les stocker, c'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe après? Donc là, ça concerne surtout le responsable des déchets. Donc une fois que vous avez vos conteneurs qui sont pleins, ou que vous avez atteint le moment où il faut faire une évacuation par le prestataire des responsables des déchets va demander une évacuation au prestataire. Donc ça peut arriver X fois par mois, ça peut arriver quand les réserves ou les produits, enfin les réserves ou les soutes de stockage sont pleines. Ça dépend de vos contrats en fait. Et donc l'enlèvement peut avoir lieu par une société spécialisée en traitement de déchets. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand j'ai travaillé à Paris, en fait, j'ai eu à faire une évacuation de déchets. C'était assez impressionnant d'ailleurs parce que nous, on avait fait ce qu'on appelle une opération vide-grenier. On avait vidé la réserve du laboratoire, on avait vidé aussi la soute extérieure. Donc on s'est retrouvé avec à peu près ce qu'il y a sur la photo de droite, à peu près. Et ils sont arrivés deux chimistes qui avaient tout ce qu'il fallait pour empaqueter, encaisser, trier, parce qu'ils ont aussi fait le tri, de nos déchets chimiques. Donc en une matinée, donc en 3-4 heures, ils ont trié, évacué l'équivalent de 500 kg de déchets chimiques. 500 kg quoi, donc bon, moi j'étais là à côté pour regarder et c'était assez impressionnant. Ils regardaient l'étiquette, ils mettaient, et puis quand il y avait des inconnus, ils mettaient dans les inconnus, c'était impressionnant. Tout ça, ça a pu être réalisé en fait parce qu'on avait établi un contrat qui réglementait finalement chacun de nos demandes en fait. Donc nous, on avait eu à préparer les choses en amont et eux, en fait, ils ont fait le nécessaire derrière pour récupérer nos déchets. Donc tout était convenu à l'avance. Voilà. Je reviens rapidement, avant d'arriver à la fin de notre histoire, sur l'ADR. En fait, l'ADR parle de plusieurs choses qui sont nécessaires aux transporteurs de déchets. En fait, on a des obligations, on a des obligations et on a des choses à donner et à respecter pour pouvoir transporter les déchets. Entre autres, le BSD, on va en parler après. Vous avez des obligations parce que en fait, il y a de la prévention aussi. C'est pas seulement vous qui allez être exposé à vos déchets. Vous avez produit des déchets et une fois que vous l'avez produit, finalement, c'est bien facile de se laver les mains et de se dire ça y est, j'ai plus de déchets, c'est bon. Non, vous êtes bien encore responsable, comme je l'ai dit précédemment. Parce qu'en fait, l'entreprise qui va récupérer les déchets, elle vous fait certes confiance, mais si jamais il y a un problème, en fait, c'est ses employés qui vont être touchés. Et donc, elle sera quelque part aussi un petit peu responsable. Voilà. Ce que j'allais dire aussi, c'est que le prestataire de déchets, en fait, doit avoir certains papiers, certains documents à sa disposition. Il faut vérifier qu'il est réellement agréé. Pour ça, en fait, l'ADR donne les papiers à produire.
Voilà. Le conducteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit aussi avoir son habilitation. Ce n'est pas n'importe qui peut conduire des déchets. Et enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu des petites camionnettes comme ça. En fait, elles ont sur l'avant et l'arrière de leur véhicule un petit panneau orange réfléchissant qui indique qu'elles transportent des matières dangereuses. Voilà. La dernière étape de notre petite histoire, finalement, c'est l'élimination. Donc ça, vous ne le voyez pas. Finalement, c'est simplement votre prestataire de déchets chimiques qui va travailler là-dessus. C'est relativement simple. En fait, il y a trois possibilités. La première, on brûle. Donc, le prestataire de déchets chimiques, avant de brûler, avant de choisir comment ça va être éliminé, en fait, il va d'abord commencer par trier les déchets. Ensuite, il va les brûler. Il va avoir la possibilité de les brûler. Donc ça, ce sera la fin de vie. Voilà, il n'y aura plus à parler des déchets. C'est le cas des CMR, par exemple. L'autre possibilité qu'il a, c'est de valoriser les déchets. Donc c'est de transformer les déchets chimiques que vous lui apportez, par exemple en solvant, en d'autres acides. Ça, c'est une autre façon de valoriser les déchets. La troisième voie, en fait, c'est si on ne peut pas brûler ou si on ne peut pas valoriser les déchets en les recyclant, finalement, c'est de les enterrer. Oui, c'est horrible. C'est horrible, oui, effectivement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, ça a fait beaucoup de bruit il y a quelques temps. C'est l'histoire de la stockamine. La stockamine, en fait, c'est un produit qui avait été enterré dans des mines du nord-est de la France. Et ça a fait grand bruit parce que c'était sous une nappe phréatique. Et donc, c'est pas très très chouette. C'était pas très très chouette. Donc avant de vous laisser me poser des questions, je vais vous parler en fait de quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est-à-dire les papiers d'identité de votre déchet. Parce que c'est bien joli d'avoir des déchets, mais en fait, il faut qu'il ait des papiers d'identité. Et en fait, il en a deux. Il a d'abord le bordereau de suivi de déchets, plus communément appelé BSD. Donc c'est un papier qui est réglementaire, qui concerne tous les déchets dangereux. En fait, ce BSD va finalement reprendre beaucoup d'informations telles que, par exemple, ici, en fait, les mentions qu'on a ici, c'est les mentions qu'on peut retrouver à l'ADR, enfin sur l'ADR. Donc le numéro UN, le déchet, le type de déchet, son numéro UN, je l'ai déjà dit, voilà. Toutes ces informations. Donc on trouvera aussi le nom du producteur de déchets, le nom de du prestataire de déchets. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que ce document, en fait, il est à remettre au prestataire, enfin que c'est le prestataire qui va vous le remettre, et qu'en fait, il faut bien penser que ce BSD, vous devez le récupérer derrière, signé par l'usine qui va retraiter vos déchets, pour bien montrer que vous avez traité vos déchets. Quand en fait il y a toutes les mentions de l'ADR, ce BSD, il peut servir de document de transport. Donc vous l'avez signé, vous l'avez donné à votre prestataire quand il est venu pour évacuer, et en fait vous recevrez une copie de ce bordereau signé une fois que l'élimination aura été effectivement faite. Ensuite, vous avez le deuxième document qui est le registre de déchets. En fait, ce registre, il permet de prouver la traçabilité il augmente la traçabilité de traitement du déchet, tout comme le BSD finalement. C'est un document qui est réglementaire aussi, on doit le garder au moins 3 ans dans son entreprise ou dans son laboratoire. Généralement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, mais qui doit être fait, parce que là encore, si vous ne l'avez pas, vous manquez à vos obligations. Il reprend pas mal d'informations, telles que la qualification du déchet. Donc finalement, en fait, il y a beaucoup d'informations qui se recoupent entre le registre des déchets et le bordereau de suivi de déchets. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je ne crois pas là-dessus.
En tout cas, j'ai terminé. J'espère que vous aurez apprécié cette petite histoire sur les déchets chimiques, sur la vie des déchets chimiques. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, je ne sais pas si on a des questions en ligne. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Est-ce que dans la salle, vous auriez une petite question pour Vanessa? Oui, Eric Robert, IFP Énergie Nouvelle. Est-ce que Quark Service envisage, ou est-ce que ça existe déjà, parce que je n'ai pas regardé, dans Quark Safety, la gestion des déchets, est-ce que Quark Service envisage de développer cette approche dans le logiciel, bon, sachant qu'il y a d'autres logiciels qui existent, par exemple, nous on est sur Tenaxia, mais voilà. Alors, c'est une excellente question. Elle n'est pas tout à fait destinée à Madame de Lagrange. Donc, du coup, je prends la relève. Effectivement, ce n'est pas innocent, en fait, si aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire intervenir quelqu'un sur ce sujet-là, puisque après avoir traité principalement et en priorité les dangers pour la santé, aujourd'hui, chez Quarks, on tend à aller vers tout ce qui va être du domaine de la protection de l'environnement. La gestion des déchets en fait partie. Et donc aujourd'hui, on essaie de monter en compétence sur ces sujets-là, de manière à bien appréhender tout ce qui pourrait être géré un petit peu à la manière de ce qu'on fait dans les autres domaines, le plus automatiquement possible, avoir le processus qui est décrit dans les slides, dans cette présentation, avoir ce processus le plus sous forme digitale, de manière à éviter un petit peu l'aspect papier des choses. Alors ça, c'est une première partie de la réponse. La deuxième réponse que je peux faire, c'est effectivement par rapport à ce que vous avez signifié à la fin de votre question, ce sont les autres logiciels. Les autres logiciels qui gèrent les déchets sont plus destinés effectivement à organiser la collecte des déchets, alors que côté Quarks, on est plus à gérer les stocks de produits chimiques présents. Donc les points d'entrée des logiciels qui gèrent les déchets sont en fait les données de sortie du logiciel Quark Safety aujourd'hui. Et donc notre souhait, c'est non seulement de bien appréhender en toute finesse ces problématiques de gestion de déchets, donc pas seulement intégrer des aspects ADR, pas seulement avoir des états de consommation mensuels ou des exportations de ce qui reste dans des zones d'évacuation, mais c'est vraiment essayer de produire un maximum d'informations déjà digérées pour faciliter l'alimentation du BSD, qui est une vraie problématique. Et notamment, le premier point dont a parlé Madame de Lagrange, c'est vraiment la caractérisation du déchet, qui en fait peut être issu de produits commerciaux achetés qui se retrouvent périmés, par exemple, ou des bidons vidés et dont on peut connaître le code déchet. Et puis après, il y a tout ce qui est du résultat des expérimentations. Et ça, finalement, quand on crée une fiche au poste qui décrit une manip, on peut avoir la composition par rapport à ce qui a été utilisé dans la manip du déchet qui peut être engendré par cette manip. Du coup, si on connaît les produits d'entrée, on peut plus facilement caractériser un déchet en sortie. Et puis, si on relie ces sorties de manipulation à des filières d'évacuation qui auraient été fléchées en amont par le service HSE, puisque c'est son rôle, on peut imaginer d'avoir une caractérisation beaucoup plus fine qu'est-ce qui peut se faire aujourd'hui dans les bidons d'évacuation. Et je pense que nos, quelque part, partenaires qui se trouvent côté récupération de ces déchets pour une valorisation ou pour un traitement, du coup, leur travail en sera grandement facilité. Il faut savoir que ces prestataires sont régulièrement amenés à faire eux-mêmes des formations aux risques chimiques, aux règles de stockage et aux règles ADR d'évacuation, ne serait-ce que pour que leurs clients comprennent leurs obligations et comprennent la bonne façon d'organiser tout ça. Donc en fait, il y a une complémentarité dans ces approches-là. Nous, on pourra facilement peut-être gérer le stockage des BSD, par exemple vérifier que les BSD reviennent bien signés, etc. Mais voilà, c'est plus du rôle finalement, cette partie-là, des personnes qui vont prendre en charge les déchets. Et il y a beaucoup de contraintes physiques, il y a beaucoup de contraintes réglementaires qui sont liées à tout ça.
Donc voilà. Je pense que Quark Safety va surtout se rester concentré sur ce qui se passe dans le laboratoire, bien caractériser tout ce qui rentre, savoir tout ce qui sort, mais derrière, la façon d'identifier les déchets, toutes ces règles-là, ça restera, je pense, du domaine des spécialistes en la matière. Oui, parce qu'en amont du BSD, etc., quand on passe contrat avec un prestataire, il y a des fiches d'identification de déchets à produire. Et donc souvent on fait des assimilations, on a les bidons préétiquetés, etc. Donc oui, ça peut présenter un intérêt effectivement d'avoir une connaissance plus fine. Voilà. Donc en fait tout ce qui se passe dans le laboratoire qui est déjà fait pourrait être intégré, digitalisé dans la plateforme Quark Safety pour alléger le travail des personnes qui ont à faire cette partie-là. Et le but du jeu, c'est de digérer cette information le plus possible pour avoir une constitution des BSD plus simple et un suivi plus précis, parce que souvent les choses sont faites quand même de manière un peu globale et approximative. Et je pense que si on veut valoriser au maximum les déchets ou les traiter vraiment proprement pour une amélioration de la performance environnementale, il faut rentrer dans le détail, je pense, le plus possible. Et ça peut aussi avoir un impact sur les coûts, on en a parlé. Mieux les déchets sont traités, mieux ils sont caractérisés au départ, mieux on peut les aiguiller dans les bonnes filières. Et derrière, c'est une initiative qui peut être rentable. Voilà, parce que gérer un déchet qui n'est inconnu va coûter beaucoup plus cher qu'un produit qui est bien caractérisé. C'est ça. J'ai pas dit de bêtises? Non. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Tout va bien? Et en ligne? Bon, alors on n'a pas de questions en ligne. Alors je pense que... Oui? Non, non. Donc je vais remercier tout d'abord Vanessa pour sa présence qui nous est précieuse. Merci. Merci pour elle. Et puis, donc, comme on l'a dit, je pense qu'on continuera d'échanger sur ces sujets-là, bien sûr, et de vous tenir informé justement des avancées qu'on peut être amené à faire dans le courant de l'année sur tous ces aspects de gestion de déchets. Merci Vanessa. Merci beaucoup. Bonne journée.